Alors ce qui marche, c'est de coller des contraintes. Et c'est de ça dont on va parler à partir de maintenant. Vous avez ici les émissions de CO2 de la France, que je vous avais déjà montré, mais que je vais vous remontrer avec une autre lecture au regard de ce que je viens de vous dire. Vous les avez discriminées dans un certain nombre de secteurs. Donc là, vous voyez, on est pendant les 30 glorieuses, jusqu'à la fin, jusqu'au choc pétrolier. Tout augmente, parce que en fait, l'économie croît fortement, parce qu'on a de plus en plus d'énergie à disposition, et donc les émissions de CO2 qui vont derrière augmentent partout. Et puis, en 1973, on a tout d'un coup un énorme signal prix qui arrive sur le pétrole. Alors à ce moment, vous voyez deux secteurs qui vont réagir très rapidement. Le premier secteur qui réagit très rapidement, c'est l'industrie. Vous voyez, l'industrie avait des émissions qui croissaient. Immédiatement, ces émissions se mettent à décroître. Je l'avais déjà dit dans un cours précédent, mais je le redis, dans les industries et plus généralement dans le monde économique, vous avez une rationalité à l'œuvre qui est beaucoup plus élevée que dans les ménages. Votre comportement en tant qu'individu chez vous est un comportement qui n'est pas un comportement avant tout dicté par des calculs économiques. Ce n'est pas avant tout dicté par ça. Quand vous êtes au travail, c'est différent. Là, l'indicateur économique est un indicateur beaucoup plus cardinal dans j'ai envie de dire, les signaux et le pilotage de votre activité. Donc là, les gens commencent à faire des calculs, se disent « Oh, le pétrole, ça vaut cher, il y a des tas de trucs qui valent moins cher, et puis il y a des tas d'économies qui sont rentables, et puis etc. » Donc, crac, on se met à économiser. Puis au moment où arrive le deuxième choc, on en rajoute une couche. Après, vous voyez qu'il y a un autre secteur dans lequel la décrue va arriver très vite après le deuxième choc, c'est le secteur industrie de l'énergie. Alors, industrie de l'énergie, c'est deux trucs là-dedans, c'est les raffineries et les centrales électriques. Les raffineries, si on commence à utiliser moins de pétrole, ont moins à raffiner, du coup elles émettent moins, pas très compliqué à comprendre. Et la deuxième chose qui va se passer, c'est la mise en route du programme nucléaire français, qui avait commencé à toute petite vitesse avant, et là, auquel on donne un énorme coup d'accélérateur, et ça vous fait très fortement baisser les émissions de la production électrique. Après, vous avez un troisième secteur dont vous voyez qu'il réagit un peu, c'est les chaudières de bâtiments. Et là, c'est pareil, on était en train de mettre des chaudières à fioul partout, arrive le choc pétrolier, on arrête de mettre des chaudières à fioul partout, et on se met à mettre des radiateurs électriques partout et des chaudières à gaz partout. Et là, vous voyez que, crac, ça permet également de faire baisser les émissions. Il y a un secteur dont vous voyez qu'il passe à travers ces deux chocs, et ça lui fait à peu près ni chaud ni froid, c'est les transports. Et en fait, la raison pour laquelle les transports passent à travers cette évolution sans que ça fasse ni chaud ni froid, c'est que dans les transports, vous avez essentiellement des individus, c'est-à-dire vous, au volant de votre voiture, et à ce moment, votre rationalité économique n'est pas suffisante pour que vous fassiez des tas de calculs savants en vous disant « j'achète pas la voiture et je vais plutôt aller à pied, en vélo, ça me coûtera moins cher, et prendre le train l'été ». C'est pas du tout comme ça que vous raisonnez, et donc de fait, ce prix-là, l'augmentation de prix, n'est pas suffisante, surtout qu'elle a été transitoire, pour casser la dynamique d'accès à la voiture, surtout en période d'urbanisation croissante et d'augmentation des couronnes périurbaines. Il faudra attendre la contrainte physique sur l'approvisionnement européen et français pour que du côté des automobilistes et des camionneurs, on commence à entendre raison. Donc vous voyez, vous avez deux contraintes qui ont été à l'œuvre dans ce graphique et qui, elles, ont engendré des économies, en l'occurrence de CO2 en valeur absolue, un signal prix et une réglementation qui a commencé à être un peu significative. Par exemple, à ce moment-là, on applique une réglementation thermique aux bâtiments qui sont construits. On a des programmes d'économie d'énergie qui se mettent en route, etc. Et puis, ici, la contrainte physique qui fait qu'il n'y en a plus assez pour que ça continue à augmenter. Donc à ce moment, ça ne peut pas augmenter. Alors sur les transports, vous voyez ici qu'on a l'impression que ça passe totalement à travers. Alors en fait, si on regarde avec une loupe un indicateur plus précis, on se rend compte que ça passe pas complètement à travers, mais c'est sur une durée trop courte pour que ça puisse avoir un effet. Vous avez ici le prix du pétrole, exprimé en dollars constants, ce que je vous avais déjà montré sur un autre graphique. Alors ma série ne va pas jusqu'à aujourd'hui, mais ce n'est pas nécessaire pour ce que je vais vous expliquer. Et ici, vous avez dans les pays de l'OCDE
la consommation au 100 km des véhicules neufs vendus dans l'année. Donc quand ça baisse, c'est que ça veut dire que année après année, les véhicules qu'on a vendus consomment un peu moins que ceux de l'année précédente. C'est ça que ça veut dire. Quand ça ne baisse pas, ça veut dire que année après année, les véhicules qu'on a vendus consomment autant que ceux qu'on a vendus l'année précédente. C'est simple. De 1979 à 1985, nous sommes en période de prix du pétrole, enfin de prix des carburants très élevé. Parce qu'en fait, les pouvoirs politiques, à ce moment-là, les prix sont encadrés. Ils mettent quelques années à rattraper la hausse du prix du baril, ils font pas ça en un seul coup. Et donc, ils ont des prix des carburants qui sont élevés, voire croissants. Eh bien, vous voyez qu'à ce moment-là, entre 79 et 85, dans tous les pays de l'OCDE, les consommateurs achètent année après année, quand ils achètent une voiture neuve, elle consomme en moyenne un peu moins que ce qu'elle consommait l'année précédente. Et au moment où arrive le contre-choc, c'est-à-dire de nouveau la stabilisation du pétrole à un prix relativement bas, tous les consommateurs s'arrêtent d'être vertueux, quel que soit le pays concerné. Donc ce que vous voyez là, c'est une autre traduction de ce qu'on appelle le signal prix. À partir du moment où on colle une contrainte, et monter le prix des carburants, c'est une contrainte, eh bien, la consommation réagit. Et là, en l'occurrence, la façon dont ça réagit, c'est que les consommateurs achètent des véhicules qui consomment un peu moins. En 1974, je finis, le parc de voitures en France est la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. La moitié. Donc vous avez beaucoup moins, la différence avec ce qu'on devrait faire aujourd'hui, ou ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup moins de gens qui habitent dans des couronnes périurbaines et qui sont tributaires de la voiture pour aller au travail. C'est une population qui est beaucoup plus faible. Ou bien les urbains sont urbains, à Paris vous vous baladez à pied, donc si vous n'avez plus de voiture à Paris, ben vous survivez très bien, c'est pas un sujet. Et même si vous n'avez plus de voiture à Neuilly, ou plus de voiture, qu'est-ce que je veux dire, à Saint-Denis, vous survivez très bien. Par contre, si vous n'avez pas de voiture à Meaux et que vous avez un travail à Saint-Quentin-en-Yvelines, vous survivez un peu moins bien. Et cette population-là a fortement augmenté depuis 1974, et c'est là que vous allez trouver les gens qui ont commencé à protester quand les prix du carburant sont devenus élevés il y a quelques mois, ce qu'on appelle les gilets jaunes. Vous allez les trouver dans des endroits qui ont été créés depuis 1974, de forte dépendance à la voiture, endroits qui existaient beaucoup moins à l'époque des chocs pétroliers. C'est pour ça qu'il y a eu moins de... Oui, c'est quoi la question? Est-ce que ça ne peut pas s'expliquer par un véhicule qui a atteint l'essence? Non, 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 c'est juste une réaction au signal prix, et je vais vous montrer un deuxième graphique qui vous dit exactement la même chose. Ici, vous avez la quantité de carburant consommée par personne et par an dans un certain nombre de pays, en fonction du prix des carburants à la pompe dans ce même pays. Et ce graphique-là, il est fait à la fin des années, enfin à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire à un moment où les prix du pétrole n'ont pas resubi l'envolée qu'ils ont subi au début du XXIe siècle, hein, jusqu'en 2008. Et à ce moment-là, à l'exception des chocs pétroliers, les prix du pétrole, enfin les prix des carburants, plus exactement à la pompe, reflètent la fiscalité locale dans le pays sur période longue. Et autrement, les prix des carburants ont été soit durablement chers, soit durablement pas chers, dans un certain nombre de pays en fonction de la politique fiscale du pays. Et ce que vous voyez, c'est que, en gros, plus la politique fiscale du pays a été de taxer les carburants, et moins les gens en consomment. Et le système, évidemment, s'adapte quand vous lui laissez le temps. Donc quand pendant longtemps les prix du carburant sont chers, à ce moment les constructeurs fabriquent des petites voitures. C'est la raison pour laquelle en Europe, où on a démarré notre histoire pétrolière comme importateur de pétrole, donc ça nous coûte cher, on a mis des réglementations fortes. Pardon, les constructeurs se sont imposés une efficacité forte sur les moteurs parce qu'ils savent que leurs clients ne peuvent pas acheter énormément de carburant, qu'on a beaucoup taxé, encore une fois, pour éviter d'en consommer beaucoup. Et donc on a un système vertueux qui se met en place dans lequel on fait des petites voitures, consommant pas beaucoup, alors que dans les pays qui ont démarré leur histoire comme producteurs de carburant, typiquement les États-Unis, comme ça coule à flot, le truc vaut pas cher, du coup on fait des grosses voitures, et les gens en consomment beaucoup. Alors ce système-là, ça marche bien quand vous laissez le temps à la population de s'ajuster. Si vous avez un ajustement trop rapide que vous imposez à la population, à ce moment vous créez
non pas le phénomène des gilets jaunes, mais enfin l'équivalent, c'est-à-dire une partie de la population qui n'a pas le temps de s'ajuster, par exemple, qui n'a pas le temps de renouveler sa voiture avec une voiture d'occasion, parce qu'en général, c'est des gens qui n'achètent pas des voitures neuves, qui consomment beaucoup moins, ce qui veut dire que la voiture d'occasion, elle doit être vendue depuis longtemps, ce qui veut dire qu'elle a dû être achetée par quelqu'un d'autre qui avait une raison de l'acheter alors qu'elle ne consomme pas beaucoup, etc. Donc vous avez tout un système qui doit se mettre en place, et ça prend du temps. Donc si vous lui laissez le temps de s'ajuster, ça marche bien, sinon, à très court terme, le système s'ajuste moins bien. Et si vous faites une petite régression sur ce nuage de points, vous arrivez à la conclusion que pour diviser la quantité de carburant par 4, il faut le multiplier le prix par 4. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de à combien doit monter le prix de l'essence si on doit passer par un signal prix. Si on doit passer par un signal prix sur le prix de l'essence, en gros, si on veut diviser la quantité de carburant utilisée en France par 4, rien qu'avec une taxe carbone, il faut que l'essence passe à 6 € le litre. D'accord ? Voilà. Donc je vous laisse apprécier de la facilité qu'il y a à mettre ça en œuvre à un raisonnablement bref délai, sachant qu'il y a une autre manière d'arriver exactement au même résultat, qui est de réglementer. Je peux très bien dire, à partir de demain matin, enfin pas demain matin parce qu'il faut le temps que les constructeurs s'ajustent, mais à partir de dans 5 ans, il est interdit de vendre en France une voiture qui consomme plus de 2 litres au 100. Voilà, je peux dire ça. À ce moment, le parc français va voir sa consommation diminuer par 3. Alors j'ai des mesures d'ajustement à mettre, notamment dès que je dis ça, les voitures d'occasion qui consomment plus de 2 litres vont se déprécier énormément. Donc il faut que je prévoie des primes à la casse pour les sortir à vitesse accélérée du parc, etc., notamment pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais voilà, mais avec des mesures d'ajustement de cette nature, je suis capable d'aller beaucoup plus vite qu'avec une augmentation du prix du carburant. Donc il n'y a pas que, et la question avait été posée tout à l'heure, une réglementation, ça peut aussi mettre une contrainte qui est très efficace sur un système. Il n'y a pas que le signal prix qui permet de faire ça. Bon, ça je vais passer parce que je n'ai pas le temps. Quand on passe par le signal prix, on peut être poussé à faire des gestes. Mais là, je vais prendre un autre exemple d'un signal prix où ça ne suffit pas, qui est l'isolation des bâtiments. Vous avez ici le coût, quelque part, le coût au kilowattheure évité d'un certain nombre de gestes que vous pouvez faire sur le bâtiment, vous voyez, qui sont décrits là. Donc la hauteur de la barre, c'est le coût du geste. La gradation sur l'horizontale, c'est le gisement. Dit autrement, la quantité d'énergie que je peux économiser avec ce geste-là. D'accord ? Et ici, vous avez combien coûte aujourd'hui l'énergie qui est facturée au ménage. Oui, ça s'appelle de la pluie. Vous avez combien coûte l'énergie qui est facturée au ménage. Eh bien, c'est pareil. Vous voyez, pour que les gestes qui sont sur la droite du graphique, là, deviennent rentables, avec simplement une hausse du prix de l'énergie facturée au ménage, il faudrait que ce prix soit multiplié par 4. Alors une première option, c'est de multiplier le prix par 4, et puis les gens ronchonnent ou pas. Une deuxième option, c'est de les rendre obligatoires. C'est-à-dire de dire aux propriétaires, c'est obligatoire de faire ça. Et puis si vous ne le faites pas, eh bien, ou bien vous n'avez pas le droit de vendre, ou bien je vous massacre au niveau des impôts fonciers, enfin voilà, vous pouvez très bien... Donc, il n'y a pas que le signal prix, encore une fois, c'est une option, mais ce n'est pas la seule. Après, oui. Qu'est-ce que c'est la différence entre signal prix et signal réglementation? Enfin, dans les deux cas, c'est une contrainte. Oui. Donc, un coup, simplement, c'est le point d'application qui change entre les deux. J'y viendrai après. En fait, parler de prix, ça peut désigner soit un prix explicite, c'est-à-dire il y a vraiment quelqu'un qui vous demande de payer quelque chose au titre de la nuisance. D'accord ? Vous émettez une tonne de CO2, ça vaut tant. Ou bien ça peut être un coût d'ajustement, c'est-à-dire je vous interdis d'émettre la tonne de CO2, et à ce moment, ce que vous allez devoir payer pour vous organiser pour ne pas l'émettre, c'est ça le prix. Si je vous dis il est interdit d'avoir une chaudière à fioul chez vous, parce que ça émet trop de CO2 pour vous chauffer, donc vous la prochaine fois que ça tombe en panne, vous la remplacez par ce que vous voulez, mais pas une chaudière fioul, eh bien vous avez un coût d'ajustement, qui est le coût de la nouvelle chaudière,
versus le coût de la chaudière à fioul, ou plus exactement du brûleur que vous auriez simplement remplacé. D'accord? Si je vous dis par exemple, c'est obligatoire de remplacer votre chaudière fioul par une pompe à chaleur, la prochaine fois que ça tombe en panne, vous avez un coût d'ajustement. Donc l'interdiction d'émettre du CO2 avec votre chaudière à fioul ne se matérialise pas par « ça va vous coûter trop cher » de payer le fioul, ça se matérialise par « je vous interdis de garder votre chaudière ». Et à ce moment, c'est ce que vous devez payer pour avoir autre chose. Donc dans tous les cas de figure, il y a de l'argent qui transite, mais il ne va pas nécessairement au même endroit et il ne concerne pas nécessairement le même objet. Soit dit en passant, alors plus généralement, quand on parle de prix du CO2, donc c'est à ça que j'allais venir, ça peut désigner une des grandeurs suivantes. Ça peut désigner dans le système européen de quotas de CO2 ce que vous devez payer pour en acquérir un. D'accord ? Je vais revenir après sur ce que c'est. Soit à quelqu'un d'autre, soit à l'État. Ça peut représenter le paiement d'une taxe. Ça peut aussi s'appeler un prix du CO2. Par exemple, la taxe carbone en France, c'est un prix du CO2 fiscal. D'accord ? Vous achetez 1 litre de carburant. Dans le litre de carburant, il y a 3 kg de CO2. Eh bien, si le prix du CO2, c'est 30 € la tonne, vous allez devoir payer ce 9 centimes de taxe. Si on vous dit vous devez faire avec moins de CO2, réglementairement, ce prix du CO2, en fait, peut être un coût d'ajustement. Donc, c'est l'exemple que je viens de développer en disant c'est le remplacement de votre chaudière à fioul par autre chose. Ça peut aussi désigner, quelquefois, l'achat de ce qui va permettre d'émettre du CO2 en prix de marché. Par exemple, si vous achetez 1 litre de pétrole, de fait, c'est l'achat d'un droit à polluer. C'est-à-dire, c'est l'achat du droit de brûler ce litre de pétrole et donc d'émettre du CO2. Et on peut considérer que le prix du CO2 est inclus, c'est une partie de ce prix d'achat. Donc, quand on parle de prix du CO2, ça peut désigner plein de types de prix différents. Il n'y a pas, dans tous les cas de figure, le même récipiendaire, c'est-à-dire c'est pas au même endroit que va l'argent. Si vous avez besoin d'acheter une nouvelle chaudière, c'est pas l'État qui perçoit l'argent. Par contre, si vous avez une taxe carbone sur le diesel, c'est l'État qui perçoit l'argent. Si vous achetez un quota à un autre industriel qui en a trop, c'est à l'autre industriel que va l'argent. D'accord ? Donc l'argent ne va pas au même endroit en fonction de ce qu'on désigne comme étant un prix du CO2. Et en pratique, si vous achetez un quota parce que vous êtes un site, alors pardon, je vais quand même tout de suite un peu préciser ce que c'est qu'un quota. Un quota, c'est dans le système européen une autorisation administrative d'émettre que vous pouvez acheter aux enchères. Si vous avez une cimenterie, votre cimenterie, on lui dit chaque année vous avez le droit d'émettre tant de CO2, évidemment ça va en décroissant, donc cette année 1 million de tonnes, l'année prochaine 950 000, etc. Eh bien ces tonnes de CO2, ou bien vous les achetez aux enchères à l'État pour avoir le droit de faire fonctionner votre cimenterie, ou bien vous les achetez en prix négocié de gré à gré sur un marché à quelqu'un d'autre à qui on en a donné trop et qui n'en a pas besoin d'autant. Hein ? Donc si vous achetez votre quota, c'est-à-dire votre autorisation administrative d'émettre aux enchères au début de la partie, c'est à l'État que va l'argent. Si vous l'achetez à quelqu'un d'autre qui est dans le système et qui en a trop, c'est à lui que va l'argent. Si vous avez un prix de marché d'un hydrocarbure qui augmente, c'est au pays producteur que va l'argent. Si vous avez un coût d'ajustement, c'est à la personne qui vous fournit l'équipement ou le nouveau dispositif que va l'argent. Donc l'argent ne va pas toujours au même endroit. Pour finir avec un ordre de grandeur sur prix du pétrole versus taxe carbone, si on augmente, un truc qu'il faut retenir, c'est que si on augmente le prix du baril de 50 $, c'est en gros comme si on crée une taxe carbone à 100 € la tonne. Alors maintenant, petite question. À partir du moment où du pétrole, il n'y en aura pas de plus en plus pour tout le monde pour l'éternité. Même s'il n'y a pas d'élasticité de long terme, de temps en temps, il va y avoir des augmentations de prix significatives. Au moment où le prix augmente, c'est comme si l'automobiliste français paye une taxe carbone, mais au lieu de le payer à l'État français, il la paye à l'État russe, algérien,
angolais, etc. Donc en fait, au motif qu'il ne veut pas enrichir ces abrutis de fonctionnaires français qui ne font rien, ça veut dire qu'on accepte, un peu plus tard, d'enrichir les fonctionnaires des autres, qui évidemment sont beaucoup plus soucieux de nos intérêts. Voilà, donc il faut bien comprendre que dans un système dans lequel de temps en temps, l'insuffisance quantitative se traduit par des augmentations de prix, refuser la taxe carbone qui consiste à se modérer de nous-mêmes avec de l'argent qui reste dans le pays, c'est accepter une taxe carbone dont le produit fichera le camp hors des frontières. Après, la bonne question, c'est comment est-ce que j'aide les gens qui sont vraiment dans la mouise s'ils doivent la payer à s'organiser autrement, ce qui est évidemment la bonne question. Donc dire aux gilets jaunes, vous allez payer votre carburant plus cher, mais moi, je ne me suis pas creusé la cervelle à l'avance pour savoir comment vous alliez pouvoir plus facilement covoiturer, prendre un vélo, un train ou un bus, évidemment que les gens ne sont pas contents, et ils ont raison. Mais par contre, dire à jamais, tout jamais, j'augmenterai jamais le prix des carburants, ça par contre, c'est se condamner à ce que périodiquement, on ait la balance commerciale qui soit un peu plus déséquilibrée, avec de l'argent qui part chez les autres. Et quand l'argent part chez les autres parce que le déficit commercial s'accroît, la macroéconomie vous dit que le PIB baisse et le chômage augmente. Donc, pas une très bonne idée par rapport au fait de taxer les carburants directement chez nous et garder l'argent pour nous.